Cette François, conférence va maintenant être enregistrée. François, c'est à toi. Ok. Merci, François et Cédric. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, on va vite se présenter peut-être. Donc, François Xaintré. Donc, je suis directeur des infrastructures et des travaux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et Cédric Boulet, ingénieur matrice au CHU de Strasbourg. Donc, on n'a pas la prétention de vous faire un retour des expériences précis sur le Covid. On a essayé surtout de le tourner vers l'infrastructure et l'architecture. Et en fin de compte, on va vous présenter comment s'est déroulée cette période-là, qui a été assez difficile, et les problématiques qu'on a pu rencontrer, tout particulièrement en termes de gestion des flux, d'installation technique. Et on finira par une discussion sur les différents points si vous voulez, si vous avez des questions. Voilà. Donc, au sommaire, tout d'abord, on va quand même vous parler de la montée en puissance qui a été quand même assez spectaculaire de cette crise. Ensuite, Cédric vous parlera de l'adaptation des installations techniques qu'il a fallu que l'on fasse afin de répondre aux demandes des soignants. On a fait un paragraphe sur l'organisation des flux parce que je pense qu'elle a été essentielle pour que l'organisation se passe au mieux. Cédric vous parlera de l'organisation des équipes de maintenance et de sécurité, ce qu'on a mis en place parce que on avait plutôt opté nous, pour garder à 100% nos équipes, on vous expliquera pourquoi. Et enfin, on finira par les effets collatéraux de cette crise. Alors bien sûr, face à cette crise sanitaire, donc, qui était d'ampleur inédite et qui était considérée comme telle au plus haut niveau de l'État, les hôpitaux universitaires, comme vous avez su, ont été touchés de plein fouet dès le début de la crise. Donc, je aussi citerai le centre hospitalier de Mulhouse et de Colmar aussi, qui ont aussi été vraiment touchés par cette crise. Nos modes de fonctionnement et de prise en charge, bien sûr, il a fallu les adapter dans un temps record, donc pas tellement de temps à la réflexion. Il a fallu s'adapter au jour le jour, je dirais à l'heure près, pour accueillir l'ensemble de nos patients touchés par le Covid, qui ont été jusqu'à 60 patients arrivés par jour, et une montée extraordinaire du nombre de patients en l'espace, je dirais, de 15 jours, où on est pratiquement arrivé au pic. Nombreux aussi également sont celles et ceux qui ont été amenés à s'adapter en réorganisant ces flux. C'est vrai, il y a eu la partie technique, il y a eu la partie biomédicale, mais tout ce qui était partie logistique, transport ont dû aussi s'adapter, qui ont été d'ailleurs d'un grand soutien à ce niveau-là. Au niveau aussi des équipes de nettoyage, qui ont dû aussi revoir complètement leur modalité d'intervention. La montée en puissance. Alors, un petit rappel, le CHU de Strasbourg, c'est 2200 lits et 349 places et postes sur 6 entités, dont 5 recevant des patients. L'ensemble, les sites qui ont été les plus touchés étaient en premier, ça a été l'hôpital civil, où au début, je dirais que la première semaine, ça n'a pas été très long, on avait cru pouvoir regrouper tous nos patients Covid sur l'hôpital civil, mais très vite, on a été débordé, tout particulièrement par les besoins en place de réanimation. Donc l'hôpital Haute-Pierre, une semaine après, a joué aussi un grand rôle dans l'accueil des patients Covid. Et dans un deuxième temps, disons 15 jours après, l'hôpital de la Berceau, qui est essentiellement un hôpital de gériatrie. Le centre médico-chirurgical et obstétrical a été, je dirais, peu touché. Il y a eu quelques cas, mais pas d'unité Covid spécifique dessus. Et l'hôpital de Lezzo, qui est un hôpital pédopsychiatrique, lui a été fermé pendant cette partie-là.
J'ai laissé volontairement le pôle logistique parce que c'était vraiment le centre névralgique en termes d'approvisionnement des différents sites. Alors, à savoir qu'au plus fort de la crise, on a été jusqu'à dédier 635 lits, la prise en charge des patients touchés par le Covid. On n'a jamais été débordé en termes de nombre de lits dédiés au Covid. Pourquoi? Parce que derrière, il y a énormément d'activités qui ont été arrêtées. On a continué que les activités, je dirais, essentielles et d'urgence. Tout ce qui était le programmé a été très vite arrêté. Ce qui a été le plus sensible à organiser, c'était les capacités d'accueil en réanimation, qui étaient essentielles pour l'accompagnement des formes les plus graves. Et cette capacité a été environ multipliée par plus de 2,5. Ça ne veut pas dire qu'on a eu plus de 2,5 en termes de quantité, mais on avait été capable d'ouvrir, de préparer, de monter 2 fois plus de lits de réanimation que ce que l'on a normalement ouvert. Et tout ça en continuant, bien évidemment, à assurer la prise en charge des urgences habituelles. Ce qui a été curieux, c'est dans les urgences, je me rappelle, c'était dans les 15 premiers jours, on discutait avec le médecin-chef des urgences de l'hôpital civil qui nous disait « Je ne comprends pas, on n'a plus personne en urgence à part des Covid. Où sont donc passés les infarctus et les AVC ?» Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, mais on a eu vraiment, on a eu presque la chance, je dirais, de pouvoir se consacrer à l'accueil des Covid, sachant que le reste des urgences et toute la bobologie est tombée d'elle-même. Quelques petites dates qui me paraissent importantes pour vous montrer la montée en puissance de cette crise. 1er mars, on a eu notre premier patient Covid. Comment on l'a su, nous, à la DIT? C'est qu'on nous a demandé de préparer un congélateur moins 80 degrés pour mettre en place l'échantillotech. C'est comme ça qu'on l'a appris. Le 12 mars, vu la montée exponentielle des cas, a été déclenché le plan blanc. Le 14 mars, le premier armement des lits supplémentaires en réanimation, on s'est aperçu qu'en réanimation, on n'arrivait pas à s'en sortir avec les lits ouverts. Donc, on a commencé, les équipes biomédicales ont commencé à armer les lits supplémentaires en réanimation. Et à compter du 23 mars, je dirais que c'est là que le pic a commencé, avec jusqu'à 15 patients admis en réanimation par jour. Alors, je vous ai sorti l'évolution qui est officielle de l'hôpital. Je pense que on en discutait avec nos collègues biomédicaux. On a été, je pense, avec plus de lits dédiés, certainement, particulièrement en réanimation, puisque eux me parlent qu'ils n'ont pas été en lit installés, ils ont monté jusqu'à 221, mais j'ai pris les courbes officielles. Donc, jusqu'au 6 avril, 635 lits dédiés au Covid, avec 206 à 207 lits de réanimation installés. Au niveau des patients, donc jusqu'à 558 cas qu'on a reçus, qui serait le 4 avril, avec un pic de 171 à 175 lits de réanimation utilisés et 393 lits conventionnels. Alors, par exemple, c'était journée 14 avril, donc une journée en pleine crise, c'était 548 lits Covid+, on en avait 14 de plus que la veille. On commençait vraiment à s'inquiéter, on s'inquiétait énormément. C'est là où on a commencé à avoir je dirais pas où on est arrivé au pic, mais le pic a duré environ 15 jours. À ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, les Covid+, il y en avait, mais on en avait aussi chez nos professionnels, puisqu'on est monté à 500 personnels ayant le Covid. Et à tout ça se rajoutaient les dépistages, parce qu'au début, les dépistages étaient très centralisés. D'une part, toutes les
tous les dépistages qui étaient sur la région Alsace pour tous les personnels des hôpitaux, les fonctionnaires de l'État qui avaient un rôle important à jouer, je pense particulièrement à la police, la gendarmerie, les militaires. Il y avait aussi une partie des gens des communautés urbaines, et j'en oublie certainement, qui étaient dépistés systématiquement et qui passaient aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc il nous arrivait d'avoir aussi des temps d'attente d'environ 150 et 200 personnes qui attendaient pour ce dépistage. Donc, ce que je vous disais, le point le plus critique était le nombre de lits disponibles dans les différentes unités de réanimation. En effet, on a un nombre de lits disponibles de réanimation qui était assez faible. 102 lits autorisés, mais en vérité, 85% d'utilisation, d'occupation en temps normal, avec le nombre de personnels correspondants, en disant environ 80 lits qu'on était capable pour lesquels on était capable de soigner. On est monté au plus fort de l'écrit jusqu'à 175 lits utilisés et on avait installé 221 lits. Donc, ce que je vous disais, ça ne correspond pas exactement aux courbes officielles, mais ce sont les chiffres que nous ont donnés nos collègues biomédicaux. Comme vous pouvez le voir, en fin de compte, on a été très serré, mais on n'a jamais manqué de lits, du moins aux hôpitaux universitaires. La montée en puissance des lits de réanimation, c'était essentiellement de l'installation de matériel. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, parce qu'un lit de réanimation installé, c'était le monitorage associé, le ventilateur associé et les perfusions qui correspondaient à 4 pouces seringues, de PV et une pompe à nutrition. Donc, cette pompe. Donc là, quelques images pour vous montrer un peu. Donc là, c'était la préparation des pompes à perfusion. On avait une chance, on avait un stock qui était à disposition. On a eu la chance aussi d'être les premiers dans la crise, ce qui fait que les premières commandes ont, je dirais, normalement suivi. Et on a eu des difficultés d'approvisionnement à partir du moment où Martin Hirsch a fait son speech à la télévision en disant que la PHP était rentrée en crise et là, plus moyen d'avoir du matériel, on a eu énormément de mal. À ça s'ajoutait aussi, par exemple, les tensiomètres automatiques pour les lits d'hospitalisation de non-réa, puisqu'on dédiait les tensiomètres pour éviter toute contamination dans les chambres. Donc, on montait en puissance des tensiomètres. Comment sont montés en puissance les lits, tout particulièrement de réanimation? Donc, on a commencé au début par la logique, service des maladies infectieuses. Donc, tous les patients suspects de Covid allaient aux maladies infectieuses. On a été, donc, au bout de 3 jours, on était déjà complètement débordés. On a donc on a vidé la réanimation médicale qui était proche pour le dédier aussi au Covid. Ensuite, la réanimation chirurgicale, les unités de soins continus, et on a fini par les SSPI et les salles d'opération. Ça, c'était un tableau qui était suivi tous les jours en cellule de crise, tous les jours, qui était mis à jour tous les matins à 10 h et tous les soirs à 17 h. Donc, comme vous pouvez voir, le nombre de services qui étaient dédiés aux réanimations ici. Donc, on avait 204 lits qui étaient fonctionnels. On avait encore une cible qui était à 223 lits. Sur les 204 lits, donc 165 dédiés au Covid, mais on avait aussi, ce qu'on peut remarquer, on avait aussi, bien sûr, des patients en réanimation non Covid et qu'il fallait bien sûr suivre là-dessus, qui n'ont pas été séparés obligatoirement, on n'a pas été capable de les séparer, mais qui étaient dans les mêmes unités, mais pas séparés physiquement
en termes de localisation, donc 17 lits. Ce qui fait que là, il nous restait 20 lits. C'était pour nous assez critique, parce que comme je vous disais, on était dans le pic, on arrivait à avoir au moins 15 patients d'admis en réa par jour. Quelques petites photos. Donc, bon, à savoir qu'on a un IHU à Strasbourg. Hein, on avait aussi réquisitionné tout ce qui était le SSPI de l'IHU aussi pour y mettre les Covid, puisqu'on avait arrêté tout ce qui était opération. Le service des maladies infectieuses, hein, qui a joué un rôle primordial et je dirais précurseur dans la crise. Là, donc sur la photo en haut, c'était une SSPI encore qui a été aménagée. Donc, on a aménagé comme on pouvait, avec les stocks à côté, tout le matériel biomédical qui entourait. Donc, vous voyez en bas un lit type réanimation que l'on avait. Donc, les 221 lits fonctionnels étaient tous équipés de la même manière, monitorage, pompe à perfusion et ventilateur, respirateur. Ça, c'est un exemple. Donc, on avait donc dédié dans un bloc opératoire des salles d'opération aussi pour accueillir les patients. Bon, on a eu 4 patients en total dans les salles d'opération. C'était vraiment le dernier recours pour les mettre. C'était pendant une nuit qu'on avait utilisé ces locaux-là et ensuite on les a transférés sur d'autres horaires. Bien sûr, on a aussi dédié des services Covid, donc au total 21 services qui ont été dédiés. Donc tout ce qui était court séjour. Donc ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est pareil, c'était des chiffres qui étaient mis à jour tous les jours à 10h et à 17h. On avait jusqu'à 234 lits Covid+, mais on avait quand même toujours une partie de lits disponibles pour pouvoir accueillir, sachant qu'on avait fermé pas mal de services et on avait pu donc, assurer des places complémentaires. Il restait quelques lits Covid moins, bien sûr, qu'on n'avait pas été dans la mesure de les transférer. Et il y avait la partie aussi gériatrie qui nous a posé pas mal de soucis, où là, on était vraiment assez critique, avec 112 lits en gériatrie, Covid, enfin 113 lits, sur un total de 130 lits dédiés. Donc, c'était le genre de chambre non-réa, donc avec un moniteur et des perfusions. On n'avait pas de ventilateur dans les chambres non-réa. Et en bas, donc une photo d'une chambre de réanimation chirurgicale de Pierre. Voilà pour la partie montée en puissance. Adaptation des installations techniques. Ok, donc je vais vous faire un petit retour des difficultés ou des problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, et puis notamment surtout comment on a essayé de s'adapter aux besoins qui se sont exprimés. Alors, le premier sujet, bien entendu, le plus important dans cette crise, ça a été le traitement d'air. Alors, j'ai mis après 2 semaines de grande confusion parce que au tout début, il n'y avait pas forcément de directive nationale. Chacun y allait de sa solution. Et on a vécu 2 semaines assez compliquées parce qu'on avait des appels souvent un peu au dernier moment de services qui apprenaient le matin qu'en début d'après-midi, ils allaient recevoir des patients Covid et qui du coup demandaient des adaptations du système de ventilation qui parfois étaient complètement incompréhensibles, jusqu'à la demande qui a été le summum, qui a été un appel d'un chef de service qui a demandé à ce qu'on coupe l'ensemble de la ventilation de tout l'hôpital. Donc, alors, on a vécu 2 semaines un peu compliquées en lien avec l'équipe d'hygiène pour essayer de définir une philosophie générale qui a été ensuite mise en cohérence avec des instructions officielles. Donc, en gros, les lits de réanimation, mise en dépression quand c'est possible des zones patients ou à minima en isopression.
tout en sachant qu'on voulait continuer de pouvoir gérer des patients Covid+ et des patients Covid-, comme on les appelle maintenant, dans le même service. Pour les lits conventionnels, la philosophie générale qui a été retenue, c'est de favoriser au maximum le taux de renouvellement d'air. Donc, en gros, de ne pas réduire le soufflage de la reprise, c'est-à-dire ne pas chercher à mettre en dépression ce type de locaux. Ça n'avait pas forcément de sens selon l'équipe d'hygiène. Donc, on a visé plutôt un isopression quand c'était possible, mais surtout favoriser le taux de renouvellement d'air. Et puis, on a, pas tout de suite, mais dans un second temps, l'ensemble des chambres à 2 lits sont passées en chambre à 1 lit. Et puis, pour les autres locaux, pas de modification, mais un travail sur la différenciation des flux pour éviter les croisements. Merci. Alors, concrètement, pour faire ça, mise en dépression des zones de patients en réa par l'adaptation des débits d'air. Alors, plusieurs solutions selon les technologies et ce qu'on trouvait comme type d'installation. Sur les installations plus récentes, souvent, il suffisait de modifier une consigne sur un automate. Donc, ça, c'est pas trop compliqué. À condition que, ça c'est un point peut-être de vigilance, à condition que l'automate admette qu'on lui donne une valeur négative, ce qui n'était pas le cas pour les toutes nouvelles salles d'opération du nouveau bâtiment. C'était pas prévu qu'on puisse passer en négatif et donc, basiquement, on ne savait pas mettre, en tout cas rapidement, ces salles-là en pression négative, en dépression. Sur certaines installations, notamment des réanimations plus anciennes, où on avait des centrales de traitement d'air à débit fixe, en 48 heures, on s'est débrouillé pour installer des variateurs sur ces moteurs pour pouvoir faire de la régulation de débit et donc mettre au final ces locaux-là, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux dans cette zone-là, mettre les locaux en isopression. Et puis après, ça y va à la main, c'est-à-dire on ouvre des plafonds et on va faire des réglages, parfois sur des registres, parfois manuels, ou sur des automates, parfois on est obligé de passer en manuel pour caler des débits fixes. Et pour ça, il faut une parfaite connaissance des installations techniques, notamment l'emplacement et le type de registre, avoir les outils de mesure et de paramétrage qui vont bien et connaître bien sûr les caractéristiques des centrales de traitement d'air pour pouvoir agir au plus rapide et au plus efficace. Et puis un point de vigilance aussi sur le fonctionnement des portes de recoupement qu'on a été amené à fermer dans un certain nombre de secteurs, bien entendu, pour pouvoir les isoler. Un petit point sur les fluides médicaux. Alors, bien entendu, sur cette épidémie Covid, le besoin principal, c'était de l'oxygène. Le problème qu'on a rencontré, c'est un manque de prise d'oxygène dans un certain nombre de services, puisque quand on transforme des lits qui n'étaient pas prévus pour de la réanimation en lit de réanimation, ou au début, quand ils voulaient mettre parfois deux patients dans une même chambre qui n'étaient occupés que d'une prise d'oxygène, forcément, ça posait un problème. Par contre, on n'a pas constaté, nous, de difficultés liées au dimensionnement des réseaux. Il faut dire que la norme qui nous aide à dimensionner ces réseaux, la FDS 90-155, propose quand même des dimensionnements assez larges. Et du coup, la surconsommation qu'on a eue est passée sans grosse difficulté. Alors certes, ça augmente un peu les vitesses dans les conduites, avec éventuellement un peu de chute de pression, mais on n'a pas eu de difficulté avec ça. Alors justement, les consommations d'oxygène, juste pour vous donner une idée, donc vous avez les deux sites. Le premier, le site NHC, c'est l'hôpital civil, le bâtiment le plus récent, on va dire, où on a eu au mois de mars, c'est le premier site où on a accueilli des patients Covid. Donc là, on a eu une augmentation de 66% de la consommation d'oxygène. Sachant que tout ce qui était bloc opératoire est arrêté. En sachant que tout ce qui était bloc op, à ce moment-là, était mis à l'arrêt, etc. Donc c'était une surconsommation essentiellement liée aux patients Covid. Sur avril, un petit peu moins, et Haute-Pierre, qui est le site qui a été, on va dire, équipé qui est monté en puissance dans un deuxième temps avec un petit décalage. Bon, c'est plutôt au mois d'avril là qu'on a eu une augmentation assez importante quand même de consommation d'oxygène. Alors, je ne sais pas si ça peut intéresser certains, mais en faisant un petit calcul, un petit ratio, on arrive, bon, vous avez le détail de ma façon de raisonner, on arrive à une consommation d'oxygène liquide de 7 kg d'oxygène liquide par jour et par patient Covid. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que certains établissements, pas nous, mais certains établissements, visiblement, se sont retrouvés en grosse difficulté avec des productions ou des stockages d'oxygène liquide qui devenaient insuffisants ou alors qui auraient nécessité des rotations de livraison
très fréquentes et qui posaient problème aux gaziers. Et donc, ils ont été amenés pour certains à rajouter des capacités de stockage. Alors, je vous ai dit qu'on avait des problèmes pour rajouter des prises d'oxygène. Alors, il y a une solution simple dans le commerce qui existe, ça s'appelle des dédoubleurs. Hein. C'est un équipement que vous branchez sur une prise et qui permet d'en faire deux avec une. Sauf que ces dédoubleurs, on a été très vite en rupture et que les fournisseurs étaient soit incapables de nous les livrer parce qu'ils n'en avaient plus ou parce qu'ils étaient fermés, soit ils étaient incapables de trouver un transporteur capable de nous les livrer en un temps record. Et donc, un lundi matin, en arrivant, on m'a dit c'est catastrophique, il faut absolument dès aujourd'hui doubler certaines prises. Et donc, on a trouvé un système D, hein, donc avec les ateliers, on a bricolé un système, enfin, bricolé au bon sens du terme, un système qui permettait de dédoubler ces prises-là. Et donc, dès le début d'après-midi, les premières prises ont été dédoublées dans les services qui le nécessitaient. C'est la photo de gauche et la photo de droite dans l'atelier, le pré-montage qui a été fait à la chaîne par les agents. Bon, au niveau électricité, pas de difficulté majeure à signaler. Bien entendu, on avait une petite inquiétude sur certains sites quand on a vu qu'ils commençaient à brancher beaucoup plus d'équipements que prévu dans certains secteurs où il n'était pas forcément prévu d'avoir une telle charge d'équipement. Mais bon, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes là-dessus. Bon, il faut savoir que les deux principaux sites qui ont été concernés par cette crise sont secourus dans leur totalité aussi. Donc, on n'a pas rencontré de difficultés, en tout cas sur l'aspect électrique. Bien sûr, on a été pris d'assaut dès le début par des demandes de protection plexi qu'il a fallu mettre en œuvre très rapidement dès les premières demandes. Notre atelier a pu les fabriquer. On a été après confronté par contre à un problème d'approvisionnement puisque là, soit le fournisseur fermait, soit il n'en avait plus lui-même. Alors au tout début, on avait de la chance, on était encore un peu les premiers à en demander, mais depuis, vous savez que des protections plexi, tout le monde en met un peu partout et du coup, ça devient très compliqué de s'approvisionner. Au passage, pour information, les prix ont été multipliés au moins par 2 depuis 3 mois sur ce produit. Alors concrètement, un exemple, on m'a demandé ça un jour, enfin monsieur Xintré est venu me voir un jour à 13h après une réunion de direction, il m'a dit il faut poser des protections plexi très rapidement. On lui a proposé un prototype à 15h dans son bureau qui a fait l'objet de modifications. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les petits trous au milieu qu'on avait imaginés pour améliorer le dialogue, l'équipe d'hygiène n'en a pas voulu, donc on les a supprimés. Donc validation à 16h du prototype et le lendemain matin à 10h, on posait les premières protections dans les services. Et puis bien plus tard, plusieurs semaines plus tard, on a eu des problèmes d'approvisionnement en plexi, donc on a changé notre modèle, on l'a optimisé, on va dire ça comme ça. Les menuisiers ont contribué à ça pour essayer d'en consommer un petit peu moins. Au jour d'aujourd'hui, on en a posé plus de 200 des protections de ce type. Fabriquées tout en interne. Voilà sur les adaptations techniques. On voulait vous faire aussi un petit retour sur la gestion des flux parce que ça a été quelque chose quand même qui a été pour nous primordial, du moins pour l'hôpital, pour pouvoir libérer les patients de cette problématique-là et qu'ils puissent se consacrer au niveau de leur activité médicale. Pendant la période de montée en puissance et de confinement, 3 points essentiels avaient été relevés. Donc, le premier, c'était limiter et filtrer les accès des bâtiments d'hospitalisation avec un filtrage donc, qui était assuré par nos agents de sécurité. Mais on était vite débordés et sont venus en secours les jardiniers et des techniciens de chez Cédric qui étaient moins chargés justement pour assurer ce filtrage. Il a fallu aussi redéfinir aussi de façon très rapide les flux à l'intérieur des bâtiments afin d'éviter le croisement entre les cas Covid+, et les personnels et autres patients. Parce qu'au début de la crise, c'était vraiment le patient Covid+, c'était vraiment quelqu'un entre guillemets de pestiféré. Il ne fallait surtout pas l'approcher et que personne ne le croise. Donc derrière, il a fallu mettre en place, on a mis en place 12 protocoles d'adaptation de flux, justement pour pouvoir transférer les patients. D'une part, quand ils arrivent aux urgences, après pour les transférer soit vers les services, soit vers les réanimations, ou soit des réanimations quand ils sortaient vers les unités conventionnelles,
Et aussi, il y avait énormément de flux vers les radios puisque les médecins préconisaient les scanners pour voir si les gens étaient atteints du Covid ou pas. Et aussi quelque chose qui était un peu spécifique, et je pensais bon d'en parler, c'était l'organisation logistique des différents transferts de patients Covid+ vers d'autres unités d'hospitalisation, et tout particulièrement des transferts en TGV et en hélicoptère militaire. Alors, les TGV, c'était quand même quelque chose de spécifique, puisqu'on avait 24 patients dans un TGV, hein, dans une rame de TGV, et c'était 24 ambulances qui arrivaient en même temps, en simultané, sur les sites, et on avait moins de 2 heures pour transférer les 24 patients, donc tout harnaché des équipements médicaux, vers les TGV. Donc c'est quelque chose, tout ce qui était en termes de logistique, de flux et tout ça, donc c'était notre service qui gérait ça avec la préfecture et la police nationale. Mais aussi, il a fallu réguler aussi l'accès aux urgences avec l'arrivée importante d'ambulances en même temps. Il était assez fréquent d'avoir une vingtaine d'ambulances qui attendaient de décharger leurs patients avant de repartir. Donc derrière, ça gérait quand même des mini-bouchons à l'extérieur de l'hôpital. Et aussi la gestion des files d'attente pour les tests PCR. Comme je vous ai dit, on était pendant pas mal de temps, on était le seul centre qui faisait les tests PCR, qui étaient dédiés au personnel hospitalier, mais aussi aux fonctionnaires de l'ensemble de l'Alsace. Donc, on avait des gens qui venaient de Mulhouse, Saverne, Haguenau, Colmar pour des tests PCR. Donc, par exemple, pour le bâtiment, le NHC, donc c'est le bâtiment d'hospitalisation principal de l'hôpital civil. Donc, on avait réduit les entrées et le filtrage à quatre niveaux en essayant de séparer le plus possible. Donc, les personnels à une extrémité qui rentraient, bon, sachant qu'on n'avait aucun consultant et aucun visiteur hein, pendant cette période-là, puisqu'il était interdit. Les personnels à une extrémité, de l'autre côté vers les urgences, donc le Covid plus avec une entrée dédiée et les Covid moins une autre entrée pour éviter un maximum le croisement. Et les tests PCR, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir une file d'attente jusqu'à 200 personnes aussi à une autre extrémité de l'hôpital. Là, on a vu aussi la valeur ajoutée d'un établissement entièrement équipé de contrôle d'accès, ce qui nous a permis d'être assez réactifs en termes de fermeture des différents accès du périphérique de l'établissement. 12 procédures qui ont été mises en place en 4 jours. Hein. Donc, par exemple, ça c'est une des procédures qui était le transfert des patients vers le service des maladies infectieuses. Hein. Donc, vous pouvez voir les petits points, montrer le nombre de personnel qu'il fallait pour pouvoir faire ce type de transfert, puisque le service, les OH, avait décidé que dès qu'un patient se trouvait en transfert, personne ne devait le croiser. Donc, c'est le service, donc les services de technique, sécurité qui ont assuré ce type de transfert. Donc, il nous fallait en moyenne pour aller jusqu'au service de maladies infectieuses, ça nous mobilisait 4 personnes, plus un ascenseur qui nous permettait la verticalité qui était dédié à ça, avec une désinfection systématique après le passage du patient. De transfert, je vous ai mis quelques photos donc, du transfert du TGV sanitaire qui était réalisé le 26 mars depuis Strasbourg vers le Grand Ouest. Grâce au Grand Ouest d'avoir accueilli nos patients, c'était une sacrée bouffée d'air pour notre établissement. Donc c'était bien sûr des cas lourds, donc comme vous pouvez le voir, déplacer un cas lourd comme ça demandait en termes de personnel médical et paramédical, un nombre de personnel quand même assez important pour chaque patient. Donc, ils étaient bien contents qu'on était là, que nous étions là pour assurer toute cette logistique. Et en bas, c'était par exemple les préparations donc, de ce qu'il fallait par patient pour réaliser ce transfert.
Une partie de ces équipements était amenée par les établissements et une autre partie était fournie par les hôpitaux universitaires. Donc, Strasbourg a la chance de se trouver proche de 3 frontières. On doit avouer qu'on a été énormément aidé par nos collègues frontaliers, hein, particulièrement par la Suisse, avec l'hôpital de Berne et de Saint-Gall, sur lequel on a transféré des patients, et vers l'Allemagne aussi, il y avait particulièrement Offenbach aussi qui nous avait bien aidé. Je crois qu'en totalité, ce jour-là, on avait évacué 6 patients avec le premier régiment d'hélicoptères de combat de Strasbourg. Et en totalité, il me semble qu'on a entre 20 et 25 patients de Strasbourg sont partis vers l'étranger. Et quoi encore? Bon, il y avait plein de choses aussi, on a été sollicité. Je pense tout particulièrement, la pharmacie a fabriqué les solutions à l'hydroalcoolique, donc avec toutes les problématiques que ça a engendré en termes de stockage des produits inflammables. Là-dessus. Il y a eu aussi les laboratoires qui ont joué un rôle primordial, dans lequel on a aussi participé à l'installation des différents automates, avec des livraisons et aussi mise en place des automates. Donc c'était aussi pas mal de choses, sachant que maintenant on a un équipement qui est capable de faire 2000 tests PCR par jour. Bon, il s'avère que ça ne sert pas à 100%, puisque curieusement, c'est que les tests PCR, depuis le déconfinement, ont largement chuté, alors qu'on croyait être débordés à ce niveau-là. Je passe la parole à Cédric pour l'organisation des équipes. Oui, quelques informations sur l'organisation des équipes, le choix qu'on a fait, un choix qu'on a longuement discuté. Je sais que certains établissements ont fait le choix de renvoyer une partie de leurs équipes à la maison pour avoir une équipe B au cas où. Alors, c'est un choix qu'on a fait au niveau de l'équipe d'ingénierie, en tout cas toutes les personnes qui pouvaient partir en télétravail, bien entendu, l'ont fait. Mais pour les équipes techniques de terrain, c'est plus compliqué. Et on a fait le choix, nous, de les garder tous sur place. Pourquoi? Parce que déjà en CVC, déjà de base, l'équipe est relativement amputée depuis des années, donc ils ont du mal. Et là, ils avaient encore une surcharge de travail encore plus importante, donc je me voyais mal renvoyer la moitié des thermiciens à la maison. On nous demandait d'être très réactifs. Je vous ai cité un exemple peut-être qui semble anecdotique sur les protections Plexi, mais des exemples comme ça, il y en a plein de demandes qui vous arrivent et pour lesquelles il faut répondre quasiment dans l'heure. Une porte de recoupement qui ne marche plus, de la ventilation a changé vraiment in extremis au dernier moment, etc. etc. On a aussi donné un coup de main à nos collègues de la sécurité. Donc ça, certains de mes agents, quand dans un atelier, ils avaient un peu une baisse d'activité, ils allaient donner un renfort aux équipes de sécurité qui étaient bien contents de leur soutien. Et puis aussi, ce choix a été dicté, on aurait peut-être dû le mettre en premier, par le fait qu'on, comme vous l'avez compris, on a 2 sites majeurs. Et donc, du coup, j'ai 2 équipes, y compris par métier, indépendantes. Donc, en gros, j'ai 2 équipes CVC, une sur chaque site, qui ne se croisent pas, qui ne se voient pas. Et donc, on s'est dit, si on avait un gros souci dans une équipe, on aurait toujours l'équipe de l'autre site qui pourrait intervenir. On avait en parallèle quand même pris contact avec certains de nos partenaires entreprises extérieures pour que, le cas échéant, elles puissent éventuellement dédier des personnes, mais on n'y reviendra. Sur 120 agents des services techniques, là je parle des ateliers, je ne parle pas des collègues ingénieurs qui certains sont là en visio, mais je parle des agents des ateliers. Sur 120 agents, j'ai eu 8 agents qui ont eu qui ont été Covid+, et vous remarquerez que sur les 8, il y en avait 6 dans le même atelier. Donc cet effet, c'est là que je me suis dit que le virus était quand même se diffusait quand même assez facilement, parce que finalement sur 8 agents contaminés, 6 étaient du même atelier et mangeaient évidemment ensemble à midi. Les mesures de protection, donc aux ateliers port du masque, uniquement des cas contacts dans un premier temps. Et à partir du 24 mars, je vais vérifier, à partir du 24 mars, le port du masque est devenu systématique et obligatoire pour l'ensemble des agents des ateliers. Interdiction de réunions sans distanciation, et puis voilà, annulation de toutes les réunions qui n'avaient pas nécessité d'être, ou alors en visio.
Fermeture des restaurants du personnel, je crois que ce n'est pas quelque chose qui a été fait forcément sur tous les sites, mais chez nous, ça a été fait relativement tôt. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je peux comprendre qu'ils allaient peut-être ouvrir courant juillet. Et puis, on avait un dépistage systématique au moindre symptôme. Un agent qui avait un symptôme était quand même dépisté assez facilement et assez rapidement et avait le résultat généralement dans la journée ou au pire le lendemain. Et en attendant, bien entendu, il restait chez lui. L'établissement a aussi développé, mais plutôt dans un second temps, il faut bien l'avouer quand même, parce que tout le monde a le temps de réagir et puis de mettre en place des protocoles, ça ne se fait pas en 2 minutes. L'établissement a bien sûr développé des consignes en interne sur les différentes phases que peuvent rencontrer les agents dans les vestiaires, au déjeuner, mais il y en a aussi pour les bureaux, pour l'activité, pour les déplacements, etc. Je vous en ai mis 2 pour vous montrer un exemple de ce que l'équipe d'hygiène en lien avec la direction de site a mis en place. On va passer aux effets collatéraux. Donc, c'est une liste non exhaustive de ces effets collatéraux. Alors, le premier, on a été vraiment très surpris, c'était vraiment la désertion des entreprises extérieures. Du jour au lendemain, à partir du moment où le confinement a été déclaré, plus moyen d'avoir des entreprises, et tout particulièrement dans des spécialités dont on avait des contrats type full, où on n'avait pas obligatoirement d'expérience, où des gens étaient à 100% ici. On s'était dit avant la séance, est-ce qu'on cite les entreprises ou pas? Je pense que c'est nécessaire de les citer. Donc, nous, on a eu 2 entreprises où ça nous a posé énormément de problèmes. Tout particulièrement, c'est pour la partie AGV, Tortue, la DS Automation a disparu, alors qu'on avait une présence sur site 7 jours sur 7 de personnel. Donc, il a fallu vraiment se débrouiller. On a pu quelque peu travailler avec eux par téléphone, mais ça se limitait à ça. L'ensemble des personnels ayant déposé des droits de retrait. Donc, on a un peu travaillé avec les gens de l'Autriche aussi pour pouvoir nous aider. Je veux dire, il y a eu aussi une autre société, une société fort connue de traitement d'eau aussi, plus moyen de les avoir. Alors, eux, c'était carrément disparition complète à ce niveau-là. Il y a eu aussi des entreprises pour lesquelles on avait besoin de pièces détachées. Il y a Cédric qui vous a cité tout à l'heure la problématique des dédoubleurs, c'était d'abord de les avoir au téléphone et après de nous envoyer les pièces détachées, mais ça on en reviendra après là-dessus. Je pense que là-dessus, la preuve a été donnée auprès de notre direction générale et de l'ensemble du personnel, et là ils en sont parfaitement conscients, c'est que l'externalisation a vraiment ses limites et qu'il est absolument nécessaire de garder certaines compétences chez nous, mais dans tous les corps de métier d'ailleurs, que ce soit donc, pour la partie automaticien, pour parler des AGV par exemple, des tortues, mais aussi je dirais qu'on a presque amené l'élément de preuve que le menuisier ou le serrurier est une forte valeur ajoutée de l'avoir, rien que dans la fabrication immédiate des protections individuelles pour les personnes qui étaient particulièrement sur les agents, sur les accueils ou des postes comme ça, où on était capable de réagir dans la journée pour les protections. Parce que derrière, il fallait aussi lutter pour que les personnes se sentent toujours en sécurité et restent sur leur poste de travail. Pour les personnels de soins, je dirais que c'était acquis, mais pas obligatoirement pour les personnels administratifs qui étaient autour et qui sont nécessaires ou dont leur présence était vraiment indispensable là-dessus. Donc là-dessus, je pense que je crois que tout le monde a compris que l'internalisation avait quand même quelque chose de formidable. On a rencontré aussi beaucoup, surtout au début, des difficultés de communication, j'ai déjà un petit peu évoqué ça, internes, et de compréhension des demandes des différents services liées au fait qu'en externe de l'établissement, il y avait des communications qui arrivaient d'un petit peu partout, avec des préconisations qui venaient d'un peu partout. Un coup, c'était les réanimateurs, un coup, c'était les pédiatres, un coup, c'était… et qui n'étaient pas toujours toutes cohérentes entre elles ou utilisant des termes qui n'étaient pas toujours appropriés. Et du coup, on a eu de grosses difficultés là-dessus. En termes de communication interne aussi, au début, on a quand même souffert aussi d'un peu de
difficultés de communication sur quels étaient les services qui allaient être armés, dans quel délai, etc. Ça s'est amélioré. L'établissement a fait le choix là, pour le coup, d'externaliser la communication et de faire appel à une société de com qui, tous les jours après, il y avait un bulletin, vous en avez vu des extraits dans la présentation, qui était à destination de l'ensemble du personnel, qui a été quand même très apprécié parce que ça permettait d'avoir une communication globale sur des éléments clés et pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information sur ce qui se passait dans la maison. Alors, en prolongement de cette difficulté de communication, on s'est vraiment rapproché de l'équipe d'hygiène afin d'adapter nos installations avec une certaine cohérence. C'est vrai que l'équipe d'hygiène a eu un rôle fondamental dans cette crise. Tout particulièrement, c'était comment adapter les locaux, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Cédric, on avait beaucoup d'incohérences, jusqu'à une demande de dépressurisation de locaux qui nous est arrivée. Et donc, on s'est vraiment rapproché de l'équipe d'hygiène, qui était notre seul interlocuteur à la fin pour de ce qu'on devait faire, soit mise en dépression, soit en isopression, soit tout simplement le laisser comme c'était. Okay, sur les transports en commun aussi, des difficultés sont apparues pour tous les personnels qui venaient en transport en commun ou qui venaient de l'Allemagne, parce qu'on a aussi du personnel, compte tenu de la proximité qu'on a avec l'Allemagne, des gens qui habitent en Allemagne. Comme la frontière a été fermée, forcément, ça a posé des soucis. Donc, il y a eu un dialogue entre la direction de notre établissement et les transports en commun de la ville de Strasbourg, et ils ont accepté de réadapter les horaires de fonctionnement, etc., pour se coller un petit peu aux besoins de l'établissement. Moi, par exemple, qui prends les transports en commun, je suis passé d'un bus toutes les 10 minutes à 4 bus par jour, donc je vous laisse deviner la réduction de transport qu'il y a eu et la difficulté que certains ont éprouvé pour arriver sur leur lieu de travail, alors qu'ils étaient bien entendu plus qu'attendus. En termes de difficultés d'approvisionnement, oui, on a rencontré des difficultés dues à des fermetures de certaines entreprises, mais aussi surtout des difficultés de livraison, parce qu'on n'avait plus vraiment la partie livraison ne fonctionnait vraiment plus. Heureusement, on a pu s'appuyer sur nos équipes internes qui ont pu aller eux-mêmes chercher les pièces que l'on avait besoin ou les matériaux nécessaires. Donc ça a été vraiment, cette équipe de transport aussi interne a été pour nous quelque chose d'essentiel pour pouvoir remplir notre mission. Ok, suppression de l'ensemble des chambres à 2 lits, on l'a déjà évoqué, transformation en chambre à 1 lit, ça engendre bien entendu une perte d'activité, mais c'est une orientation qui a été prise assez rapidement. Et le dernier point, qui peut paraître anecdotique, oui, et qui a été chronophage quand même. Oui, qui était très chronophage, c'était la gestion des dons, c'était très important. Ça allait de la grand-mère du coin qui téléphonait, qui voulait absolument faire un repas, jusqu'à des dons de toutes sortes que l'on a eu, qui pouvaient provoquer justement des rassemblements de personnel pour la récupération de ces dons. Je me rappelle d'un don lié aux asperges, où on s'est retrouvé devant le NHC avec au moins 300 soignants en train de faire la queue pour récupérer leurs asperges, qui allait un petit peu à l'encontre d'une distanciation qu'on essayait de faire respecter. Donc, sachez que l'ensemble des personnels des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont travaillé ont pris en moyenne 2 à 3 kilos pendant la période, vu toutes les dons qu'on a eus. Voilà, on vous remercie et puis on reste à votre disposition pour toute question qu'on a vu apparaître au fil de l'eau, certainement. Oui, alors merci à tous les deux. Merci François, merci Cédric pour cette présentation très exhaustive. Vous avez été très bavard. Donc, on va essayer quand même de répondre à quelques questions. Au préalable, moi, ce que je retiens, c'est sur les installations techniques, c'est la ventilation qui a été le point le plus compliqué à gérer. Ça, c'est pour. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? Et il y avait notamment une question de Thomas Gomard qui était est-ce que vous avez fait des cloisonnements dans les circulations qui ont nécessité qui ont engendré des perturbations sur les ventilations? Non, à chaque fois que des locaux devaient être mis en dépression ou il fallait modifier quelque chose, en intelligence avec l'équipe d'hygiène, on regardait techniquement si c'était faisable ou pas, avec quelles contraintes.
mais on n'a pas eu à recloisonner des circulations ou alors de manière très anecdotique. Voilà, donc il y a des secteurs où c'était tout à fait possible. Il y a des secteurs où techniquement ça ne l'était pas. Donc voilà. On n'a jamais raisonné, enfin, quand on a vraiment raisonné par des secteurs entiers, ce qui fait que ça nous a évité les cloisonnements, c'était surtout par les lieux où se trouvait le patient. Donc, c'était la chambre ou la zone où se trouvait le patient, sur lequel il fallait trouver un moyen d'avoir une barrière aérolique pour éviter la propagation du virus. Mais par exemple, sur les circulations attenantes, on nous a jamais demandé de les séparer par rapport au reste. Bien sûr, le service restait fermé. Il y avait des belles affiches entrée interdite Covid plus dessus, mais ça s'arrêtait là. D'accord. Il y a vraiment une évolution. Au début, il fallait absolument trouver la possibilité de tout mettre en dépression. Au début, on nous demandait de mettre des services anti-dépression, alors qu'au final, c'est pas ça du tout. C'est les locaux qui abritent les patients ou dans lesquels il y a les patients qui doivent être en dépression, mais par rapport à la circulation, c'est pas tout le service de réanimation qu'on a mis en dépression. Comme l'a dit tout à l'heure Cédric, il y a eu certains locaux, c'était assez facile parce que derrière, on avait une GTB, donc on pouvait, en jouant sur les différents paramètres, basculer de la dépression à la surpression. Je pense que c'est quelque chose qu'on va généraliser maintenant. Et par contre, d'autres où des interventions un peu plus lourdes ont été nécessaires, genre la mise en place de variateurs pour tout ce qui était centrale de traitement d'air à débit fixe, ou voir jouer sur les registres, jouer manuellement sur les registres. D'accord. J'ai une question de Baptiste Guéry-Huchu d'Angers sur la protection des agents des services techniques, parce que nous, on a eu aussi cette problématique au CHU de Caen sur quel masque notamment faut-il de quel masque faut-il les équiper, masques chirurgicaux, masques FFP2 et notamment ceux qui interviennent sur les installations de ventilation. Quelle a été votre réponse là-dessus? Alors, sur les installations de ventilation, bien avant le Covid, de toute façon, toute intervention sur les ventilations, sur les centrales de traitement d'air, c'était avec masque FFP2. Donc, aujourd'hui, donc, c'est resté pendant cette période, pendant les locaux techniques. Au niveau des services Covid, tant qu'on n'était pas dans la chambre et proche du patient, c'était le masque chirurgical, le masque FFP2 et la blouse et les lunettes étaient à partir du moment où on travaillait au lit du patient. Au lit du patient présent ou ayant quitté la chambre depuis moins de 3 heures. D'accord. Une question aussi assez très précise sur votre organisation. Alors, je ne sais pas si l'équipe biomédicale vous est rattachée. Avez-vous à Strasbourg une astreinte biomédicale et est-ce qu'elle a été fortement sollicitée ou pas? Alors, on a voulu le tourner justement hors biomédical parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de webinaires déjà sur le biomédical, donc c'est pour ça. On peut essayer de répondre là-dessus. Donc, d'abord, il n'y a pas d'astreinte biomédicale. Le biomédical fonctionne aux us plutôt dans la redondance de matériel. Donc, c'est un matériel en place et par contre, c'est vrai que pendant la première période, lorsqu'il a fallu réarmer les lits, l'ensemble, même si au début, l'ensemble, vous comprenez si c'est bon, l'ensemble des personnels biomédicaux étaient là et ont travaillé le samedi et le dimanche pour monter en puissance les lits de réa. Par contre, à un moment, ils se sont mis à travailler en équipe de 50%, 50%. Pour 50% rester chez eux, 50% travailler sur place. D'accord. Il y a une astreinte technique avec des ingénieurs d'astreinte. Et dans cette équipe, ils font à la fois du biomédical et du technique. Et même dans cette équipe d'astreinte, elle est à peu près à moitié composée d'ingénieurs biomèdes et l'autre moitié d'ingénieurs issus de nos rangs du technique. D'accord. Et sur les organisations de vos équipes techniques, est-ce que vous avez été amené à changer les horaires, les plannings, de façon à éviter les croisements et saucissonner les équipes? Non, pas du tout. La seule chose qu'on a faite, c'est sur le week-end de Pâques, en plein pic. On a la chance en Alsace de profiter du vendredi saint. Et donc, même sur proposition des équipes, ils ont travaillé le samedi pour pas laisser les équipes pendant 4 jours toutes seules, entre guillemets, même s'il y a des équipes d'astreinte. Mais on n'a pas joué, sur des arrivées différées ou quoi. De toute façon, quand ils arrivaient le matin, ils portaient le masque déjà, donc on a géré ça comme ça.
Globalement, ce qu'on disait, on n'a pas été en surcharge de travail au début avec l'équipe CVC, mais surtout ce qui était hyper stressant, c'était la réactivité qu'on devait avoir et surtout l'intervention qui devait être extrêmement rapide. Et c'était ça qui était le plus difficile à gérer, je pense. Pour avoir discuté avec l'équipe d'hygiène, ce que se cache derrière votre question, bien sûr, sur le mode de contamination, bien entendu. Hein. Pour avoir discuté avec l'équipe d'hygiène, eux, ils considèrent que la majorité des contaminations entre personnels se fait c'est faite au moment des repas. Et donc là, très rapidement, quand on a compris, très rapidement, on leur a demandé, évidemment, parce que certes, les selfs avaient fermé, enfin, les restaurants du personnel avaient fermé, mais ça n'empêchait pas les gens de se regrouper pour manger, évidemment. Et donc ça, on leur a demandé de ne plus le faire, de prendre des distances et de ne pas manger ensemble à midi. D'accord. J'ai une question aussi, Johan Charlot, ICAD, on a aussi un programmiste autour de notre table virtuelle. Est-ce que vous avez connaissance des impacts sur les secteurs support tels que pharmacie et magasins? Alors, la question qu'il pose, c'est augmentation des stocks, augmentation des références. Alors, c'est vrai que dans la vraie vie, on a plutôt subi des baisses de stock parce que difficulté d'approvisionnement. Quel est un peu votre ressenti là-dessus? En termes de stockage, je veux dire, il y a eu quand même les produits manquants étaient assez limités, hein, c'était les produits de protection individuelle. Hein. Là-dessus, en termes de pharmacie, je ne peux pas en parler, je ne sais pas exactement à part le gel hydroalcoolique. En termes de masques, on a été vite, en fin de compte, ça a été des commandes nationales qui ont été faites, on n'avait même plus le droit de commander nous-mêmes, donc on dépendait du ministère au niveau des livraisons là-dessus. On a eu, en début de crise, on a souffert du manque de masques. Je pense que c'est pour ça que on nous imposait pas obligatoirement le masque tout le temps, comme vous l'a dit tout à l'heure Cédric. Et après, on a été submergé par les dons. On a des palettes entières de FFP2. Des palettes entières de FFP2 dont on ne sait pas quoi, on ne sait plus quoi faire. Et tout d'un coup, on a eu des livraisons de masques incroyables, puisque aujourd'hui, il me semble qu'on a en stock 1 million de masques chirurgicaux sur la base logistique. En termes de pharmacie, ce qui a été la difficulté, ça a été le gel hydroalcoolique, où on a décidé très rapidement, en collaboration avec la faculté, de le produire nous-mêmes. Ok. J'ai une question de Marie-Ange Tincelin à IA. Alors, on a des concepteurs qui nous écoutent aussi aujourd'hui. Il y a des messages à faire passer. Sa question, combien de leads réa possible par poste en SSPI? Le SSPI, je crois que c'était un lead SSPI sur 2. Pourquoi? C'était dû pas obligatoirement à la distanciation, mais c'est que ces gens qui étaient en réa devaient être tournés régulièrement, mais ça demandait 5 ou 6 personnes pour les mettre sur le dos ou les mettre sur le ventre. D'accord, c'est donc plus les capacités à tourner autour du lit. Il y avait beaucoup de place autour, quoi. Ouais. D'accord. Avez-vous eu un manque de prise d'air médical, nous demande Marie-Ange Tincelin aussi? Non, on n'a pas du tout eu de questions ou de problématiques liées à l'air. On n'a pas non plus eu une consommation qui a franchement augmenté sur l'air médical. C'était uniquement l'oxygène. Un peu augmenté, mais marginal. Alors, une question de Mehdi, qui me fait un peu sourire, mais on va bien voir si on va être entendu au-dessus de nous. Cette période va-t-elle avoir un impact important sur votre prochain plan pluriannuel d'investissement? Ça, je vous laisse répondre. Je ne peux pas dire, mais je pense que certains choix techniques seront plus faciles à faire passer, et tout particulièrement la flexibilité de nos installations lors d'un arbitrage budgétaire sur des gros projets. N'est-ce pas, Louis? Oui. C'est vrai que c'est une réponse que j'ai envie, enfin un complément de réponse que j'ai envie d'apporter. Je pense qu'on espère tous une réponse au niveau national, sachant qu'on sait tous que les poches de notre ministre de la Santé ne sont pas forcément très pleines. Est-ce que la santé va être mieux servie cette fois-ci? On verra, et on le verra tous sur tous nos projets que nous avons en cours, sur lesquels le Ségur a failli nous ralentir un peu, en tout cas pour ceux qui sont en cours. Donc on va bien voir ce que ça va donner. J'ai encore une question de Baptiste du CHU d'Angers. Est-ce que vos urgences ont été scindées en deux, Covid, non Covid, avec des secteurs et des circuits différenciés pour l'arrivée des patients par ambulance?
Par ambulance, oui, ça a été sectorisé au niveau des arrivées Covid- et Covid+. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été très surpris au niveau des urgences Covid-. On a eu une chute vertigineuse. Je vous disais, le chef de service disait, mais où sont passés les infarctus et les AVC? Il arrivait des journées entières sans infarctus, alors qu'avant, on en avait plusieurs par jour, quoi. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, je ne suis pas médecin, je ne peux pas le dire. Toute la bobologie avait disparu, ça c'est sûr, même aujourd'hui. Aujourd'hui, on faisait encore un pas, on est loin d'être arrivé à la fréquentation des urgences comme il y avait il y a 4 mois. Ça a vraiment énormément baissé. Oui, je peux confirmer aussi, hein, nous, on a eu des journées où on était divisé par 3 par rapport au flux antérieur. Yves Taillefer qui demande comment avez-vous géré le stockage de tout le matériel complémentaire qui a été nécessaire lors de la décroissance du nombre de patients à prendre en charge, hein? Je n'ai pas compris la question avec la décroissance du patient. Ouais. C'est-à-dire, vous aviez énormément de matériel supplémentaire en période de Covid parce que vous aviez beaucoup de patients. Tout ce matériel, qu'est-ce qu'il est devenu? Comment vous l'avez géré? Justement, c'est la question d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais une réunion de direction et on nous a demandé de réfléchir comment stocker et maintenir les 200 Osiris qu'on vient de recevoir au sein de l'établissement. Pour tout ce qui était, j'en discutais avec un abergerie là juste avant, parce que j'avais quand même préparé avec nos collègues biomédicaux cette réunion, et il me disait en termes de tout ce qui est pousse-seringue et tout ça, en fin de compte, ce qu'ils font en 4 ans en termes de renouvellement, ils l'ont fait en 1 année. Donc pour eux, ils ont largement gagné, sachant que dans quelques années, ils auront la même problématique parce qu'il faudra tout remplacer en même temps, quoi. En termes de ventilateurs et de respirateurs, donc ils se retrouvent avec un stock complémentaire qu'ils sont en train d'essayer de récupérer justement des différents services. D'accord. Une question de Frédéric Alexandre à la Candélie sur le risque incendie et les appros massifs de SHA. Est-ce que vous n'étiez pas un peu limite, un peu de temps en temps par rapport à la réglementation? Justement, on dirait, à savoir que pour le SHA, il ne faut pas dépasser un certain volume par poste pour pouvoir rentrer dans la réglementation. Au départ, on avait acheté des distributeurs de SHA qui pouvaient contenir 6 litres. On a diminué les poches à 2 litres justement pour être aux normes par rapport à la réglementation. Et les pompiers nous sont tombés dessus directement dès qu'ils ont appris, on ne sait d'où, qu'on avait acheté des distributeurs de SHA à Tire-Larigot. Alors, j'ai une question de Florian, alors qui doit travailler peut-être pour un ministère, qui demande quelles sont les dimensions minimales d'une chambre. Nous, on aurait plutôt tendance d'une chambre de réanimation, on aurait plutôt tendance à vouloir agrandir nos chambres. Quelle est la toise basse à ne pas franchir pour être à l'aise en réanimation pour vous? Il me semble que c'est déjà défini hein, dans les recommandations. C'est au moins 20 mètres carrés, il me semble, autour du lit. Il faudra me reprendre là-dessus. D'accord. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est François ou Cédric, vous parliez droit de retrait des entreprises. Est-ce que vous avez des personnels qui ont fait jouer leur droit de retrait? Alors, non, pas chez nous. Chez nous, justement, ils étaient plutôt. Le fait qu'on ait travaillé à 100%, ils étaient fiers de venir au travail et fiers de servir leur hôpital pendant cette crise, je pense. Alors, il y en a quelques-uns qui ont fait valoir qu'ils restaient à la maison pour garder leurs enfants. Ça a duré 4 jours. Et après, avec la DRH, c'était terminé puisqu'il y avait des établissements scolaires qui accueillaient les enfants du personnel. Et donc, la DRH leur trouvait une place dans une école. Donc, soit ils l'acceptaient et ils revenaient travailler, soit ils ne l'acceptaient pas et ils étaient mis en congé. D'accord. Curieusement, dans les ateliers, je trouve qu'il y a une dynamique pour que les gens. Il y en a eu très peu. Hein. Ouais. Ce dont je viens de parler, il y en avait 3-4 sur 120. Hein. Et dans les personnels de sécurité, c'était pareil. D'accord. Johan, notre programmiste, impact des échanges des personnels au niveau des vestiaires. Est-ce qu'il y a eu un impact à ce niveau-là ou pas? Aucun impact, justement. Et là, on était en train de revoir.
le fait qu'on bon, alors il y a les personnels, les vestiaires, les principaux vestiaires sont des vestiaires de personnels médicaux. Aujourd'hui, les personnels travaillent, je dirais, en trois services, hein, matin, midi et soir. Et ce qui fait que la répartition de ces équipes, un tiers dans chaque vestiaire, fait que en termes de surface, on a assez, quoi. Ok, pas de problématique sur les vestiaires. Merci. Une question sur les tests PCR de Marie-Ange Tincelin. Avez-vous envisagé de les déporter, la réalisation de ces tests vers des sites externes, des maisons médicales par exemple? Alors ça s'est fait, je pense que, à mon avis, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Je ne sais pas en termes d'organisation. Ça s'est fait maintenant. Maintenant, on fait plus de tests PCR ou très très peu, uniquement pour nos personnels sur place. Et maintenant, tout a été externalisé vers la ville. Mais au départ, les médecins considéraient qu'un test PCR devait être suivi d'une consultation. Et je pense que c'est pour ça que ça a été centralisé au sein de l'hôpital. D'accord. Allez, j'attaque les dernières questions et puis je vois l'heure qui tourne. Baptiste Guéry de Funanger qui demande dans les blocs d'urgence, comment avez-vous géré la ventilation neutre, positive, inversion en cas de doute? Alors, on a eu toutes les versions au fil du temps et la dernière qui a été retenue, c'est de dire on met en isopression, on met pas la salle d'op en dépression, jamais. Et je pense que dans nos prochaines études, c'est quelque chose qui pourrait être fait en automatique, justement, passer en surpression, dépression ou isopression. Et je vais prendre la dernière question, une question de Frédéric Alexandre, mais qui va être une question qui va pouvoir nourrir des débats, je pense, pendant longtemps et pas forcément aujourd'hui. Est-ce que les priorités de choix sur nécessité de maintenance interne ou externe vont évoluer après cette expérience? Évoluer, je pense pas, mais on aura donné la preuve que l'internalisation, c'est pas obligatoirement toujours la meilleure des solutions. L'externalisation n'est pas toujours la meilleure des solutions, surtout en crise. Et je crois que là-dessus, même le menuisier, je pense qu'ils ont compris que le menuisier pouvait être utile en interne. Ok, super. Mais écoutez, ce sera beaucoup plus facile à défendre. Oui. Puissiez-vous être écoutés? Nous allons voir. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont dû peut-être nous quitter, qui avaient des obligations. Nous étions jusqu'à 40 à suivre ce première expérience de webinar organisé par IHF. Juste une information, nous allons en organiser donc à la rentrée, sans doute fin septembre, début octobre. Le thème est déjà retenu. Anne Paulet de la société Ecofond Saint-Gobain nous parlera, si je ne me trompe pas, de l'air en secteur de bloc opératoire. De l'acoustique. L'acoustique. Merci Anne, merci de cette précision. Donc, guettez bien nos communications sur le sujet, puisqu'on va sans doute, avec cette crise, ça a été un des enseignements, avoir des nouveaux modes de communication, et notamment pour compléter nos réunions régionales des ingénieurs hospitaliers de France. On va s'orienter sans doute sur ce second semestre et ensuite en fonction des retours d'expérience sur ces présentations plutôt interactives et en visio, qui sont moins consommatrices de temps et peut-être un peu plus denses. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si notre président Bruno Casaba est toujours parmi nous et veut nous dire un petit mot pour clôturer cette première séance. Bruno, à toi la parole. Merci Pierre. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais comme tu me donnes, je vais y aller. D'abord, je trouve que c'était très intéressant, hein, François, vraiment superbe. Et j'ai retrouvé, je viens de faire une synthèse sur le CHU de Lyon, sur réaction Covid, et on a un certain nombre de points communs. Et je pense qu'on pourrait essayer d'aller un peu plus loin sur les divergences ou les solutions variantes qu'on a pu avoir. Mais bon, c'est un autre sujet, mais je crois qu'on aura travaillé dessus bien après le Ségur.
Sur le succès de ce webinaire, moi je trouve que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et donc j'espère qu'on vous retrouvera tous au prochain webinaire mensuel. C'était notre objectif, c'est notre objectif, et le prochain est en septembre. Donc encore merci d'avoir participé et surtout merci aux orateurs et à l'animateur, Pierre. Merci François, merci Cédric. La session a été enregistrée. Oui, la session a été enregistrée et peut-être que la présentation, il y a des demandes pour la mettre à disposition, François. Pas de souci. Aucun souci pour nous deux. Super. Voilà. Merci à tous. Uniquement aux adhérents en tant que trésorier. Merci mon trésor. À très bientôt et passez une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Oui, bon courage à tous. À bientôt. Merci. Allez, au revoir, merci. C'est sympa, on a eu pas mal de messages de remerciements.